Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7. Un geste peut sauver une vie. La communauté internationale célèbre ce dimanche la journée mondiale de don du sang. Au Gabon, le Centre national de transfusion sanguine, les centres hospitaliers régionaux, en partenariat avec le Rotary Club de Libreville, ont organisé samedi une collecte de sang. Les précisions avec Willy Tonangoy de Bambira. Le Gabon, comme tous les pays, a célébré la journée internationale du don de sang sous le thème « Merci de me sauver la vie ». Le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, s'est vu aidé dans cette tâche par le Rotary Club de Libreville, une organisation de services humanitaires qui aide à développer bonne volonté et paix à travers le monde. Pour cette journée du 13 juin, les hommes en blouse et les membres du Rotary se sont rendus au point kilométrique 12 de Libreville pour cette opération de collecte du sang. Le docteur Edzan Ludmila nous explique le début de cette matinée. Vous savez que le 14 juin est la journée mondiale du sang, donc c'est dans le monde entier que se déroulent les collectes, que c'est un petit peu une hymne et un encouragement à la collecte de sang, qui est un produit primordial pour la survie de tout être humain. Ça c'est ce n'est pas une action nouvelle. Le Rotary, les Rotary Club de Libreville sont impliqués dans le don de sang auprès du CNTS par l'action Mon sang pour les autres depuis 2005. Ce sont ainsi 120 poches de sang qui ont été collectées ce samedi 13 juin, un taux supérieur à celui de l'an dernier lors de la même opération dans la capitale gabonaise. Le don de sang, acte généreux et vital qui permet de sauver tous les jours des milliers de vies à travers le monde, met en évidence la compassion et le sens moral qui symbolisent les valeurs humaines. Le sang, c'est pour permettre de sauver des vies et donc c'est important, donc je les encourage fortement. Pour le CNTS, la sensibilisation, surtout auprès des populations, est essentielle afin de les amener à maîtriser la culture du don de sang. Le Rotary Club nous a toujours accompagnés dans cette activité. Chaque année, donc le 14 juin, le CNTS avec la collaboration du Rotary Club et de l'OMS organise la journée mondiale du don de sang. Et présentement, nous sommes dans ce cadre-là. Nous avons initié un certain nombre de manifestations, dont celle d'aujourd'hui, qui consiste d'abord à sensibiliser. Les donneurs, eux, sont passés de l'effort au réconfort en pensant qu'une goutte de sang est épaisse pour la vie. Il est donc utile de regarder autrement les donneurs de sang volontaires qui ne demandent rien en contrepartie de leur geste salvateur. En Égypte, l'actualité en bref et en images, la deuxième voie du canal de Suez qui doit servir à fluidifier le trafic du canal existant sera inaugurée le 6 août prochain. L'annonce a été faite samedi par les autorités égyptiennes. Le creusement avait été lancé le 5 août 2014 par le président Abdel Fattah al-Sisi qui avait alors réclamé que les travaux soient terminés sous un an. L'objectif de cette nouvelle voie est d'augmenter la capacité du trafic sur cette artère fondamentale reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée. Les autorités souhaitent également développer la zone le long du canal pour en faire un hub logistique, un centre industriel et commercial, notamment en construisant plusieurs ports et en offrant des services pour les flottes commerciales qui passeront par le canal. L'ambitieux projet de développement du canal de Suez constitue l'un des projets phares du président Abdel Fattah al-Sisi, dont les promesses électorales se concentraient sur une relance de l'économie mise à mal par 4 années d'instabilité politique. Toujours en bref et en images, enlèvement de 10 fonctionnaires du consulat tunisien à Tripoli. Une milice armée a donc été faite par le gouvernement tunisien qui a déjà fait face à plusieurs reprises à des enlèvements de ses ressortissants ces derniers mois. Le gouvernement n'a pas identifié les assaillants alors que Tripoli est sous le contrôle des milices de FARC Libya. La présidence du gouvernement tunisien a indiqué dans un communiqué qu'une cellule de crise a été formée. La diplomatie tunisienne a une fois de plus appelé ses ressortissants en Libye à la prudence, à quitter le territoire si possible et à ne pas se rendre dans ce pays dans les conditions actuelles, sauf nécessité absolue. Le vice-président de l'Union nationale, nous sommes au Gabon, a fait une déclaration de presse samedi à la Chambre de commerce de Libreville. Occasion pour l'ex-premier ministre d'exprimer sa préférence pour Jean Ping comme homme providentiel pouvant être le porte-étendard du Front uni de l'opposition, Aziz Maïga.
L'ancien Premier ministre gabonais Jean Eyguendong, par ailleurs actuel vice-président de l'Union nationale, principal parti de l'opposition, a devisé ce samedi à la Chambre de commerce de Libreville avec les médias en présence de quelques-uns de ses militants à la faveur d'une déclaration de presse. Après une minute de silence en la mémoire des membres de l'opposition décédés au nom de la démocratie, l'ancien Premier ministre a appelé les sympathisants du Front uni de l'opposition à une réelle prise de conscience face à la situation sociopolitique du pays qui, juge-t-il, est à la solde du régime en place. Aussi, le vice-président de l'Union nationale a-t-il appelé le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba à un dialogue inclusif devant aboutir entre autres au toilettage de la constitution gabonaise et à une harmonisation des conditions de la présidentielle de 2016. Je suis impatient de connaître la suite réservée par le pouvoir par rapport à cette demande de dialogue inclusif. Jusqu'ici, pour moi, je n'ai rien entendu. Toutefois, à l'orée de l'échéance présidentielle, Jean Eyguendong estime que le Front uni de l'opposition devrait serrer ses rangs en présentant une candidature unique en vue d'assurer l'alternance politique dans le pays. Selon les termes de son fonctionnement, le Front uni s'achemine vers une élection primaire qui va définitivement désigner son candidat. Parmi les candidats à la candidature, Jean Ping, qui semble avoir les faveurs de l'ancien Premier ministre. En effet, Jean Eyguendong a exprimé sa préférence pour Jean Ping, comme lui, ancien baron du régime Omar Bongo, ancien président de la Commission de l'Union africaine, passé à l'opposition en 2014. Puisque je vous ai dit que je vais me jeter à l'eau, c'est tout simplement Ping. Au moment où la question du leadership suscite le débat au sein de l'opposition gabonaise, cette proposition vient jeter un pavé dans la mare et pourrait délier les langues car la sortie de Jean Eyguendong aura assurément pour effet de faire sortir tous les loups du bois de l'opposition. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a inauguré vendredi à Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon, le centre métallurgique. C'est donc un outil de transformation à domicile du minerai de manganèse. Cet important projet représente le début d'une véritable aide d'industrialisation du Gabon, confirmant aussi la contribution de la compagnie minière de l'Ogooué à l'économie du pays. Le reportage de Dina Kousso. Dans le strict respect de la politique d'un Gabon industriel souhaité par les plus hautes autorités gabonaises, un parterre d'invités nationaux et internationaux ont pris part vendredi à la cérémonie d'inauguration du centre métallurgique de Mwanda par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Par le biais de cet instrument, le Gabon dispose non seulement d'une importante infrastructure industrielle sur son territoire, mais surtout d'un outil de transformation à domicile du minerai manganèse. Pour le chef de l'État gabonais, cette usine constitue un pas majeur vers l'industrialisation. La chaleur de votre accueil, votre forte mobilisation et votre enthousiasme témoignent de ce que ce vendredi 12 juin 2015 restera une date à jamais gravée dans notre mémoire collective comme étant celle du jour du lancement effectif du Gabon industriel dans son volet minier. Pour information, c'est en avril 2009 que la première pierre avait été posée par le feu président gabonais Omar Bongo Ondimba. Engagé dans un processus de réforme, le Gabon se dotera en 2013 d'un barrage électrique visant à concrétiser le rêve de voir sur son sol une usine de transformation du manganèse. Pour les plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles le numéro 1 Ali Bongo Ondimba, ce complexe industriel revêt une force symbolique et stratégique pour le Gabon en contribuant à l'industrialisation et à la dynamisation de l'économie de ce pays de l'Afrique centrale. À cette occasion, la ville de Mwanda a donc reçu une importante frange des instances décisionnelles gabonaises et étrangères. L'opportunité a été saisie par le président du conseil départemental de la Lebombi Léo, Georges Yangari, et du PDG du groupe Eramet, Patrick Buffet, de remercier les autorités gabonaises pour le choix porté sur Mwanda. Retrouvons une fois de plus Dina Kousso.
Deuxième ville de la province du Haut-Ogooué, ce poumon économique de la dite région située dans le sud-est du Gabon, la ville de Mwanda était ce vendredi à l'honneur durant la cérémonie d'inauguration du centre métallurgique. Pendant plus d'une matinée, tous les yeux étaient rivés sur cette partie du territoire alto-gobéen. Cette cérémonie de lancement a donc permis au président du conseil départemental de la Lebombi-Leyou et au président directeur général du groupe Eramet de remercier le chef de l'État gabonais pour sa présence à Mwanda. L'honneur me choisit, en ma qualité de président du conseil départemental de la Lebombi-Leyou, de vous adresser personnellement et à l'illustre délégation qui vous accompagne, au nom du conseil départemental, des populations réunies ici et aux miens propres, nos souhaits de cordiale bienvenue en ces lieux. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous, aujourd'hui, à la tête d'une importante délégation malgré vos très lourdes charges, témoigne de votre grand attachement à l'activité industrielle et minière au Gabon et plus spécifiquement de votre sollicitude à l'endroit des réalisations du groupe Eramet Comilog. À ce titre, je voudrais que vous trouviez ici l'expression de ma profonde gratitude et de mes sentiments les plus respectueux. Le complexe métallurgique de Mwanda, communément appelé le C2M, demeure le fruit d'un partenariat public-privé exemplaire et pragmatique entre l'État gabonais et le groupe français Eramet. À ce titre, les investissements de ce géant français se sont élevés à 160 milliards de francs CFA, avec pour seule ambition de faire du Gabon un leader mondial dans la transformation du manganèse. La mise en place de ce complexe à Mwanda s'inscrit parfaitement dans le 5e axe du projet de société du président gabonais Ali Bongo Ondimba intitulé L'avenir en confiance, qui prône pour une industrialisation accrue du Gabon, clairement énoncé dans le plan stratégique Gabon émergent. L'actualité en bref et en images, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a rejeté comme non fondée la demande de destitution du président malgache votée par l'Assemblée nationale le 26 mai dernier. La Cour considère dans son jugement que la présente mise en accusation ne repose sur aucun fondement juridique. Les accusations de violation de la Constitution et de manquement aux devoirs du président ont également été rejetées. Au Kenya, l'employeur d'une ONG britannique et 3 membres de leur organisation arrêtés lundi au Kenya en possession d'armes factices en bois ont été acquittés ce vendredi sous caution après avoir été qualifiés de terroristes. Toutefois, ils restent inculpés d'infraction à la loi sur les armes. Les précisions de Léa Atane. Stuart Donaldson, britannique, et Jess Kinyan, kényan, ainsi que leur chauffeur kényan Aden Abidali, 2 formateurs du programme de sécurité des ONG en Somalie, avaient été arrêtés lundi alors qu'ils s'apprêtaient à animer un stage de sécurité destiné à des employés humanitaires. Je crois que c'est un pas de franchi pour Mouri et d'autres organisations de la société civile pour montrer que la justice est une institution sur laquelle nous pouvons compter et qu'elle est indépendante et libre. Les comptes en banque des 2 organisations de défense des droits de l'homme kenyanes qualifiées de terroristes par le gouvernement ont toutefois été gelés. À l'heure actuelle, Haki Afrique n'est pas en position de continuer ses opérations habituelles parce que les comptes bancaires ont été gelés. Évidemment, sans ressources, nous ne pouvons pas travailler. Rappelons que ce stage qui a permis l'arrestation des membres de l'ONG est organisé depuis 2007 et touche en moyenne 300 personnes par an. Concernant les 3 prévenus, ils comparaîtront en août devant un tribunal. Selon INSO, l'association spécialisée dans la diffusion aux ONG d'information, d'analyse et des conseils, notamment en matière de sécurité, rejette les accusations et appelle à ce que l'affaire soit rapidement résolue. Un peu de tourisme pour la suite du journal. Depuis quelques semaines, les restaurants de Jama El Fna de Marrakech, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, font peau neuve, tous au même habillage ocre, couleur de la cité marocaine, dont le cœur touristique a été rénové pour répondre aux normes internationales. Judith Kwendo. Les restaurants situés au milieu de la place millénaire qui accueille en moyenne entre 50 000 et 100 000 visiteurs par jour ont récemment subi un important lifting. Ils abordent tous désormais les mêmes badges ocre, la couleur emblématique de la ville, et sont désormais construits avec des matériaux non inflammables.
Ce n'est véritablement qu'à la tombée de la nuit que Diama El Efna s'anime pleinement et se remplit de milliers de personnes venues manger dans ces petits restaurants installés sous une simple toile et alignés les uns à côté des autres. Chaque soir, le spectacle est immuable au son des charmeurs de serpents. L'activité décupe sur la plus célèbre place de Marrakech, classée au patrimoine de l'humanité. Sans la plage Diama El Efna, il n'y aura pas, et sans les monuments, il n'y aura pas la ville de Marrakech. La plage Diama El Efna, il reçoit presque par jour entre 50 000 visiteurs jusqu'à 150 000 visiteurs par jour. Et les week-ends, il reçoit jusqu'à 200 000. Les affaires marchent bien aujourd'hui après une longue stagnation. Grâce à ce renouvellement, les touristes ont repris confiance et commencent à revenir à la place car il y a eu un changement qui est bénéfique pour nous les restaurateurs, pour Marrakech et pour tout le pays. Ce changement est pour le Maroc l'ambition d'être dans les standards internationaux, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. Le Maroc enregistre quelques 10 millions de visiteurs chaque année, Marrakech constituant avec Agadir sur la côte atlantique la destination la plus prisée et a l'ambition de doubler ce chiffre à l'horizon 2020. La star planétaire du basketball, nous sommes évidemment en sport. L'Américain Michael Jordan s'est rendu en personne à Paris, en France, afin d'inaugurer l'exposition au Palais de Tokyo et célébrer les 30 ans de son modèle fétiche, la Air Jordan, avec ses fans. Arrivé donc en France vendredi, Michael Jordan a été accueilli en triomphe par la population française. Michel Zéhi. La star américaine de basketball Michael Jordan s'est rendue en France vendredi pour inaugurer l'exposition et célébrer les 30 ans de sa marque Air Jordan au Palais de Tokyo, rebaptisé Palais 23 pour l'occasion. Lieu de rencontre qui retrace la brillante réussite de la basket qui porte son nom. Le célèbre joueur des Bulls, retraité, est arrivé à Paris comme une rockstar en début d'après-midi afin de crédibiliser non seulement l'exposition événementielle interactive initiée par Nike qui lui est consacrée, mais également de se divertir durant son séjour avec ses nombreux fans. Durant 3 jours d'affilée, ils pourront réaliser leurs rêves auprès de leur idole. Les visiteurs munis d'un bracelet connecté leur permettant de recevoir leurs photos pourront tenter de derniers shoots de la star dans un panier installé au milieu d'un écran vidéo géant, recréant l'atmosphère d'une arena. Les fans auront aussi le privilège de se faire photographier avec leur modèle d'Air Jordan préféré et même s'en offrir une paire personnalisée. Hormis la participation des 30 ans de sa marque, Michael Jordan sera également l'un des invités de K54, le plus grand tournoi de streetball du monde. 2 événements qui seront rehaussés par la présence de ce dernier et seront plus exceptionnels vu la rareté de ses apparitions sur le sol français. Un événement mémorable qui restera inscrit à nouveau dans les annales de la France, car le passage de la légende des Chicago Bulls à Paris remonte de plus de 3 décennies. Dans la principale édition d'information du 20h de samedi, Michel Zéhi était l'invité d'Aziz Maïga. Ensemble, ils ont évoqué les éliminatoires de la CAN 2017, notamment du match Gabon-Côte d'Ivoire prévu ce dimanche à Libreville. Voici leur entretien. Place à la rubrique 7 en plus. Michel Zéhi vient de nous rejoindre. Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors Michel, dans quelques heures, les Panthères du Gabon affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire pour ce match. On le dira jamais assez. Match sans enjeu, un match à l'issue duquel il n'y aura pas de points attribués. Alors peux-tu quand même nous rappeler les forces en présence de cette poule ? Bien sûr, d'abord le Gabon est dans la poule I et dans cette poule vous retrouvez la Côte d'Ivoire, vous retrouvez également la Sierra Leone. Donc du coup, bien que ce ne soit pas un match sans enjeu, certes, mais qu'à cela ne tienne, c'est un match de préparation pour les Panthères du Gabon et un match très important pour les Ivoiriens, tout simplement parce qu'à ce moment-là, ils devront imposer, essayer de défendre leur titre sur le terrain intergabonais évidemment.
évidemment. Et vous suivez cette actualité depuis quelques jours. Est-ce qu'on peut dire que les deux équipes sont fin prêtes pour pouvoir livrer un spectacle haut de taille à tout le public qui fera le déplacement demain? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que malgré le fait évidemment qu'on ait enregistré des grands absents tels que du côté ivoirien, vous avez Yaya Touré qui n'est pas là, vous avez Gervinho, vous avez Serge Aurier, mais qu'à cela ne tienne, l'union faisant la force, je pense qu'ils ont bien affûté leurs armes pour pouvoir aborder cette échéance, la phase des éliminatoires. Également du côté gabonais, c'est vrai, Lemina n'est pas là, mais ça ne saurait tarder, on pense que du côté administratif, la paperasse continue quand même à s'accorder à un certain niveau, qu'à cela ne tienne, il comptera sûrement hein, le met en griffe dans l'effectif. Mais on a également Didier Ibrahim donc qui n'est pas là, mais ça ne change en rien l'équipe. D'accord, une équipe ne peut pas être handicapée parce qu'un joueur manque. Toutes les forces en présence sont importantes et tous vont se mobiliser pour pouvoir combattre demain, pour pouvoir aborder cette échéance. Effectivement, il y a des raisons diverses qui se suscitent d'une part et d'autre. Et on sait qu'il y a des absences liées à des raisons diverses. Mais quelles sont les chances des Panthères face à l'équipe championne d'Afrique? Écoutez, en ce qui concerne les Panthères, si la cohésion prône, si la communication prône sur le terrain, évidemment, on renforce l'attaque parce qu'il faut tenir compte, d'accord, des résultats précédents. Vous vous rendez compte que le Gabon avait déjà essuyé un revers face au Niger, mais si le coach tient compte, tire les enseignements, déjà, voir ce qui n'a pas marché, je pense que le Gabon aura toutes les chances de gagner demain en posant le jeu, en établissant un état d'esprit fair play, la cohésion, la communication au sein du groupe et je pense que ça ira très bien pour cette formation. Vous nous rappelez l'heure exacte du match? Oui, ça se déroule demain dans l'après-midi à 16h. D'accord. Merci Michel, merci d'avoir fait le déplacement. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine.